Raider. Bienvenue au Moyen-Âge. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui donc on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la chaîne des temps, consacré comme promis au Cathare, à l'hérésie cathare, à la croisade contre les cathares, dit aussi la croisade contre les albigeois. Donc on va aborder ça en quelques minutes. Par considération générale, il y a des ouvrages nombreux et variés, très détaillés sur la question, notamment de Anne Brenon, très bonne médiéviste, spécialiste des cathares. Bon, les cathares c'est un sujet vaste, étudié depuis longtemps, presque dès le Moyen-Âge, on a des récits qui parlent des gestes, justement des res gestae, donc de la croisade. Il faut savoir que c'est une croisade qui a marqué le Languedoc jusqu'à maintenant, une croisade sanglante, parce que toutes les villes et places fortes ont été touchées, tant l'hérésie était répandue. Vous avez notamment à Mazamet, un musée des mémoires du catharisme, je vous le conseille, également à Arques, près de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, autour de la personne de Déodat Rocher, qu'on appelait le pape du catharisme, un musée là-bas qui parle plus de les croyances cathares, mais aussi de la poésie languedocienne et des troubadours. Donc voilà, je vous conseille au moins ces deux endroits, Arques et Mazamet, dédiés au catharisme. Moi, c'est une région que je connais bien, pour y être allé depuis mes 9-10 ans, enfin, presque tous les ans, donc je m'y intéresse à cette très belle région du Languedoc, de l'Occitanie, du Razès. Donc, tout d'abord, on va commencer par le commencement. Les croyances cathares. Tout d'abord, d'où vient cette hérésie? Comme très souvent donc en Europe occidentale, les hérésies viennent de l'Est. Et en l'occurrence, l'hérésie cathare vient notamment de Bulgarie actuelle, autour de ce qu'on appelait les Bogomiles. Si vous voulez, c'est une hérésie donc manichéenne, donc le nom manichéen vient du penseur philosophe perse Mani qui a vécu au IIIe siècle de notre ère, et donc qui présuppose, entre autres, là je vais simplifier, qui présuppose donc que ce monde, le monde matériel, a été créé donc par le malin, par ça, appelez ça comme vous voulez, Satan, le diable, que ce monde donc justement est pourri, diabolique, n'est que péché en fait, et que tout, si vous voulez, toute la vie du chrétien doit être tournée vers le renoncement à ce monde, qu'il n'y a rien à en attendre, que matérialité, souffrance, pourrissement, décrépitude, et que justement le but de tout chrétien est ce retour vers la lumière, donc vers l'autre monde, qu'il s'imaginait donc pour les vertueux, pour ceux qui pourraient y avoir accès, comme une grande maison en fait. On a retrouvé des textes, une grande maison qui irait notamment de Foix jusqu'à Toulouse, on a un texte qui parle de ça, où il y aurait des festins en permanence, et la vue, la présence de Dieu, donc une béatitude éternelle dans cette grande maison pour tous. Mais pour y avoir accès, justement, il faut se dépouiller de toutes ces choses matérielles, et ultimement de ce qu'on appelle l'ego, bien sûr, pour permettre à l'âme de survivre. Donc après, votre mort physique. Parce que oui, l'âme peut certainement aussi mourir. C'est ce qu'on appelle la seconde mort, mais c'est pas du tout le sujet pour l'instant. Donc, quand on parle de deux cathares, bon déjà en termes de vocabulaire, les cathares ne se nommaient pas cathares entre eux, ce sont justement les catholiques qui les ont appelés comme ça, notamment en Allemagne, dans le Saint-Empire. Au Moyen-Âge, c'était le Saint-Empire. Ça voulait dire les purs, en fait, ça vient du grec katharos, mais eux n'auraient pas eu la prétention de se nommer comme ça. Eux, ils s'appelaient entre eux les bons hommes et les bonnes femmes. Voilà, ça c'était les fidèles cathares, parmi le peuple, bons hommes et bonnes femmes.
Et l'église cathare, donc les prêtres, hein, les prêtres cathares, ceux qui avaient reçu le consolament, c'est l'équivalent plus ou moins du baptême chez les chrétiens romains, donc par lequel vous étiez pardonné de vos fautes. On va y revenir là-dessus. Et bien une fois que vous avez reçu le consolament, on vous appelait parfait, parfait ou parfaite. Vous faisiez partie de l'église cathare. Et donc, et parmi donc, ces parfaits, il y avait les prêtres cathares, donc, qui octroyaient les sacrements. Tous les sacrements romains n'étaient pas dans l'église cathare, il y en a qui n'étaient pas reconnus. Après, qu'est-ce qu'on peut ajouter dessus? Sur le consolament, oui, c'était un sacrement de purification. C'est-à-dire que souvent, on vous l'octroyait à l'article de la mort seulement. Pourquoi? Parce que vous ne pouviez le recevoir qu'une fois et que ça vous absolvait de tous vos péchés voilà, jusqu'à ce que vous mouriez. Et donc, c'est pour ça que bien des personnes qui recevaient le consolament, pour ne pas retomber justement dans la tentation du monde et dans certains péchés, faisaient ce qu'on appelait un rituel de jeûne jusqu'à la mort, qu'on appelait l'endura. Donc c'est pour ça que voilà, il valait mieux entre guillemets attendre pour y passer, pour mourir, passer à Patresse tout de suite après, parce que bon, ça arrivait hein, que le malade justement se remette. Mais donc ça, voilà, il ne pouvait plus recevoir le consolament par la suite, et s'il était retombé en état de péché, bon, bah, tant pis pour lui, hein, entre guillemets. Donc voilà, on octroyait souvent, les prêtres octroyaient souvent le consolament in articulo mortis. Bien sûr, il y avait au moins un évêque dans cette église cathare pour justement nommer les autres prêtres et les initier. Et donc, ils vivaient, ces bons hommes et ces bonnes femmes, ces fidèles de l'église cathare, parmi la population, que ce soit dans les villes comme dans les villages d'Occitanie. Ils travaillaient, parfois ils logeaient chez l'habitant, ça posait absolument aucun problème. Ils vivaient mêlés à la population de travaux manuels et en général assez pauvrement. Donc la population se sentait proche de ces bons hommes et ces bonnes femmes qui ont commencé à convertir le sud de la France largement. Hein. Quand on parle d'Occitanie, on parle du sud-ouest actuel jusqu'en Provence. Hein. Vraiment, c'est l'Occitanie large, le grand comté de Toulouse, si vous voulez, qui comprend notamment les vicomtés de Béziers et Carcassonne. Et voilà, ils vivaient pauvrement, proches du peuple, et tant et si bien que les nobles ont fini par se convertir aussi. Ce type de piété qui se voulait plus proche de l'église des origines, de l'église apostolique du Christ, pauvre, a fini par toucher des petits nobles, puis leur seigneur. Et une fois que vous comprenez bien qu'une fois que le seigneur s'est converti, tous ses vassaux et toute sa clientèle passent également dans l'hérésie. Donc ça commençait à poser des soucis pour l'église notamment, parce que là, voilà, elle ne pouvait plus percevoir certaines taxes, certaines dîmes et décimes. Enfin, après, quand les nobles se convertissent, en plus, selon l'Église, une fois que le noble est converti, il n'est plus légitime pour, entre guillemets, gouverner sur ses sujets et autres tenanciers, parce qu'il les mène vers le diable. Donc, et il peut contaminer toute la chrétienté. Donc, il y a un vrai besoin d'agir. Donc ils ont commencé ces cathares à se répandre à partir de la seconde moitié du XIIe siècle. Voilà, en provenance de l'Est, de l'Europe, comme on a dit. Et donc l'Église avait au début le plus grand mal à lutter contre cette hérésie, parce que les gens avaient... Voilà, il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, il y a un besoin de religiosité parmi les populations qui ne fait qu'augmenter. Et donc... les gens voyaient une église relativement riche pour les prélats, ou pour les prêtres de campagne relativement peu instruits, ou loin du peuple, ou connaissant mal, ou parlant en latin. Donc là, bon, toujours pareil, ça n'aidait pas pour la compréhension des textes. Voilà, des textes sacrés qui étaient en plus bien souvent réservés à l'usage des hommes d'église. Donc plus les gens avaient une curiosité vis-à-vis de ça et que l'église ne pouvait pas y répondre,
il y a eu une distanciation qui s'est creusée. Et la goutte d'eau, on va dire, ça a été l'assassinat d'un légat du pape en l'abbaye de Saint-Gilles dans le Gard, enfin près de l'abbaye de Saint-Gilles plutôt, du nom de Pierre de Castelnau. Alors ce légat était un envoyé du pape qui était venu pour enquêter, en quelque sorte. Le légat, c'est l'envoyé pour enquêter sur la situation donc en Languedoc, dans un Languedoc vraiment pétri d'hérésie, qui, on va dire, passait à l'hérésie. Voilà, toute la région était majoritairement hérétique. Et donc, il se fait assassiner, présumément par des cathares. Et là, le pape, si vous voulez, ne peut plus rester, voilà, ignorer cet état de fait. Vous savez voir qu'entre parenthèses, qu'il y avait quelques bastions catholiques hein, dans le Languedoc, comme par exemple l'archevêché de Narbonne, qui était resté donc un bastion catholique. Par exemple, certaines terres autour des abbayes, voilà, comme par exemple l'abbaye de Fontfroide, à côté de Narbonne, l'abbaye de la Grasse, dans les Corbières. Vous aviez différentes abbayes, ou Saint-Papoul, vers Castelnaudary. Bref, la situation était quand même nuancée, hein. Tout n'était pas catha. Il y avait quand même quelques bastions catholiques, enfin catholiques, on va dire romains, dans les environs. Bon, alors le pape souhaite déclencher une croisade, ça on a bien compris. On est en 1208. Et donc le roi de France, qui était encore Philippe Auguste à l'époque, hein, ne souhaite pas prendre la direction lui-même de cette croisade. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Si vous voulez, il excite ses barons du Nord, notamment en Normandie, en Champagne. Il les excite en leur promettant des terres et le pardon de leurs péchés, accessoirement. Hein. Bon, tout ça, c'est quand même assez complexe comme mécanisme. Et donc d'aller dans le sud et que les terres reprises aux seigneurs cathares, qu'on appelle des feydites, que ces terres leur seront accordées. Donc ça en appâte plus d'un à motiver donc leurs vassaux et à descendre dans le sud pour une grande croisade. Donc, tous ces seigneurs du Nord, à partir de 1208, descendent sous le commandement de Simon IV du nom de Montfort, bien connu, seigneur de Montfort-l'Amaury et comte de Leicester. Ça se prononce Leicester, je crois. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont assiéger une par une toutes les places cathares, en commençant par Béziers. Donc Béziers, ça a été un traumatisme, ça a été un des premiers massacres de la croisade. On raconte que des flots de sang coulaient à travers la ville, c'était vraiment un carnage. Les cathares y sont passés, et c'est là qu'on a prêté la phrase mythique au fameux Bernard Guy, donc le clerc Bernard Guy, inquisiteur, qui aurait dit... en réponse aux croisés qui se demandaient mais lesquels devons-nous, voilà, comment pouvons-nous reconnaître les cathares, il aurait dit tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Voilà. Aujourd'hui, on sait que cette phrase n'a certainement pas été prononcée, mais ça traduit une mentalité. Voilà. Une mentalité. Quand on prenait une ville, voilà, à des hérétiques. C'est un peu ce qui s'était passé 100 ans avant, quand on avait pris Jérusalem. Il y avait eu des massacres aussi pendant la première croisade. Bon, parenthèse fermée. Donc Béziers tombe, différentes autres places dans la foulée sont assiégées. Vous avez la place de Minerve dans l'Hérault actuel qui est entre deux rivières aux confluences, une place très forte. Vous avez le château de Thermes, différents châteaux. Carcassonne elle-même tombe en 1209. Alors Carcassonne, il n'était pas du tout encore la cité donc fortifiée par Saint-Louis qu'on voit aujourd'hui avec ses deux rangées de remparts et ses lys au milieu. Carcassonne n'avait qu'une seule rangée de remparts, était beaucoup moins fortifié sur sa colline. Et le château seigneurial, le château comtal était bien moins fortifié. Hein. À l'époque, c'était le vicomte Raymond Roger Trencavel, qui possédait aussi Béziers, donc qui était assiégé et qui résistait, mais si vous voulez, en 1209, il a été trahi. Voilà. C'est-à-dire que les croisés n'arrivaient a priori pas à prendre Carcassonne, c'était vraiment la place quand même la plus forte du Languedoc. Il y avait de l'eau, ils n'arrivaient pas à faire péter les citernes avec leurs mangonneaux, qui étaient donc près de l'Aude. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, en désespoir de cause, Simon de Montfort a demandé au vicomte Raymond Roger Trencavel de sortir pour les pourparlers. Sous la bannière blanche,
Donc le vicomte sort, et là, bon, bien sûr, il se fait capturer. Les croisés flétrissant à jamais leur bannière, et déshonorant à jamais leur cause, en fait, parce que rompre une trêve comme ça s'est fait, mais c'est vraiment pas glorieux. Preuve de leur échec devant Carcassonne. Et après, donc, Montfort fait jeter le vicomte Raymond Roger dans une sinistre geôle de Carcassonne où il finira par mourir. Mais donc ce Montfort finit par conquérir jusque dans l'Albigeois presque toutes les places fortes des faïdites cathares, les seigneurs cathares donc passés à l'hérésie. Quelques places fortes vont mettre plus de temps à tomber, comme Quéribus, qui est vraiment un nid d'aigle, ou Montségur, qui ne tombera qu'en 1244, après un long siège, on va y revenir. Et donc ce Montfort place ses propres vassaux ou ses amis, souvent en seigneurs, dans le Languedoc, comme par exemple Arques, qui avait été aussi Arques dans le Razès, qui avait été aussi donc assiégé. Et il se fait nommer donc à la place du comte de Toulouse, qui était donc, si vous voulez, le premier seigneur cathare, on n'a pas encore parlé de lui, mais Raymond le sixième du nom de Toulouse, qui donc régnait sur toute cette grande vicomté de Toulouse, qui était allié de ce Raymond Roger, était là depuis 1194 et était passé à l'hérésie, lui avec sa famille. Donc en 1215, Montfort arrive à prendre Toulouse, enfin arrive à une première fois, et se fait nommer carrément comte de Toulouse. Voilà. Mais il doit repartir, il y a des aléas, et ce Montfort doit réassiéger Toulouse une seconde fois, en 1218. 1218 siège de Toulouse, et là, selon la légende, une femme donc, aurait manipulé une pierrière depuis l'intérieur de la ville, et si vous voulez, la pierrière aurait envoyé donc un gros gadin, une grosse caillasse, directement dans la tronche de notre ami Simon de Montfort, le tuant sur le coup. Cette pierrière, manipulée par une femme qui plaît, donc ça a été un peu l'humiliation à l'époque, Simon de Montfort tué par une jouvencelle, par une demoiselle. Donc là on est en 1218, Raymond VI reprend le comté de Toulouse, mais de plus en plus quand même encadré par le pouvoir royal. Malgré tout, c'est un peu, voilà, les carottes sont cuites pour les cathares. La croisade continue, la pression royale et papale continue, d'autant que maintenant on a les ordres mendiants, donc les franciscains et surtout les dominicains, qui, à partir de leur centre de Fangeau, donc Saint-Dominique lui-même est présent et essaye de convertir comme il peut, il a très peu de succès, mais ils fondent des monastères, comme les monastères des dominicaines de Prouille, pour créer d'autres bastions catholiques, et pour vivre eux-mêmes pauvrement et montrer l'exemple de la pauvreté, eux et les franciscains. Mais si vous voulez, ces deux ordres mendiants sont arrivés trop tard en Languedoc, un Languedoc était déjà passé à l'hérésie, et ils ont eu assez peu de succès. Voilà. Ce qui vraiment fera le plus de mal au catharisme dans les campagnes, c'est vraiment l'Inquisition. On le sait aujourd'hui, donc une inquisition basée sur de la délation, voilà. Donc on promettait même parfois seulement des récompenses, on mettait de la pression sur certains villageois pour qu'ils, entre guillemets, ils balancent des cathares, et tous les réseaux comme ça ont fini par s'effondrer un à un dans les villages, et surtout dans les villes, parce que voilà, les cathares avaient besoin de se cacher, avaient besoin d'aumônes aussi au bout d'un moment, parce qu'ils ne pouvaient plus travailler librement, et donc c'est ce qui a fait le plus de mal donc à l'église cathare. Le dernier prêtre cathare connu, donc Guillaume Bélibaste, meurt brûlé au château de Villerouge-Terminès. Et donc vous voyez bien, il n'y a plus de prêtres de l'église cathare. Il en demeure en fait, le dernier gros nid cathare qui demeure, c'est à Montségur. Voilà. Et là on est en 1244, il y a un siège, les croisés font le siège de Montségur depuis plus ou moins une année, ils n'arrivent toujours pas à prendre la ville. Donc il ne faut pas du tout imaginer le château de Montségur comme on voit aujourd'hui, si vous tapez sur internet ou si vous connaissez. Montségur, il y avait un vrai village, si vous voulez, au flanc de la montagne, ce qu'on appelait un castrum médiéval. Et le château n'était pas cette forteresse royale qu'on voit aujourd'hui avec ses murailles de pierre tout autour, c'était des palissades de bois, et avec le village en contrebas, sur la colline, sur le pec de Montségur. Et donc,
C'était le dernier rempart de l'église cathare. Il y avait des prêtres cathares là-haut. À ce qu'on raconte, il y avait peut-être le dernier évêque cathare et environ plus ou moins 200 personnes là-haut, dont des faidis, dont des seigneurs qui avaient fui là-bas plutôt que de renoncer à leur foi. Donc les croisés finissent également par affamer la citadelle qui se rend. Euh, et donc, ce qu'on raconte, plusieurs dizaines, voire une centaine plus ou moins de cathares refusent d'abjurer à la fin et sont brûlés sur le Prats d'Alcrematz, qu'on appelle aujourd'hui, donc au pied du Pec de Montségur, comme ils avaient fait notamment à Minerve, où certains avaient été jetés par la falaise ou brûlés aussi, il y a eu des massacres là-bas aussi. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas se convertir, c'est le plus triste des châtiments qui les attend. Et donc, il faut savoir que tout ne se finit pas à Montségur. Encore une fois, l'Inquisition mettra bien pendant tout le XIIIe siècle et encore au début du XIVe siècle pour arracher, pour extirper toutes l'hérésie cathare. Les ordres mendiants et l'Inquisition finiront par avoir raison de l'hérésie. Le catharisme a quand même perduré quelques années, quelques décennies après Montségur encore, qui n'est que la fin symbolique en fait, de l'hérésie. Voilà. Et donc, la conséquence politique de cette croisade a été bien sûr le fameux traité de Meaux-Paris en 1229, où Saint-Louis impose au comte de Toulouse vaincu, donc dès la fin des années 1220, le comte de Toulouse sait que les carottes sont cuites, et donc pour avoir la paix, pour être maintenu dans son comté, donc là c'est Raymond VII qui a hérité de son père Raymond VI en 1222. Raymond VII donc signe avec Saint-Louis le traité de Meaux-Paris, qui donc accorde sa propre fille, Jeanne de Toulouse, donc fille de Raymond VII, au frère de Saint-Louis, qui n'est autre qu'Alphonse de Poitiers, donc le comte de Poitiers, qui a reçu Poitiers en apanage, et qui est le fameux comte de Fontenay-le-Comte, voilà, c'est lui, c'est Alphonse de Poitiers. Et donc, le couple voilà, meurt sans enfant. Donc, en 1271, donc et qu'est-ce qui se passe alors? Le comté va à Philippe III le Hardi, donc le fils de Saint-Louis. Voilà. Et donc là, l'Occitanie est officiellement rattachée à la couronne de France capétienne. Et donc c'est la fin de cette culture occitane, cette culture du paradje, cette culture des troubadours, d'une certaine vision de l'égalité homme-femme dans les tâches, de la complémentarité, on va dire. On va pas être trop moderne peut-être, mais les femmes avaient beaucoup plus de liberté dans le sud, dans cette civilisation du sud, héritée directement donc de Rome en fait, que dans le nord. Et donc il y a un réel recul de la civilisation, que ce soit de la civilisation musicale, poétique, des troubadours, même si, attention, le Nord apporte aussi sa culture, la culture notamment des trouvères, mais il y a un recul dans la liberté, voilà, notamment féminine, qui est réelle. Voilà, ça c'est certain. On parle, voilà, notamment avec plus de brutalité, pour revenir là-dessus, fermer la parenthèse. Dans les textes, on voit des femmes qui sont à conquérir, comme des conquêtes militaires, voilà. C'est plus du tout cet amour libre, ce fin amour, cet échange fin, et vraiment presque d'un pied d'égal à égal, qu'on peut avoir dans les textes occitans. Voilà, donc on a un peu fait le tour sur les cathares. Il faut savoir que c'est une hérésie et une croisade qui a marqué encore une fois le Languedoc jusqu'à nos jours, ça a été vraiment un traumatisme. Et j'en veux pour preuve, en 1966 encore, une bien fameuse émission de André Decaux et Stelio Lorenzi, là. C'était La caméra explore le temps, en 66, fait donc une émission sur les cathares, si vous voulez, en réponse à De Gaulle, qui voulait donc faire arrêter l'émission parce que Lorenzi était ouvertement communiste, en fait, il y a eu une petite guéguerre. Et donc, face à cette émission, enfin après cette émission sur les cathares, dans les rues des grandes villes à l'époque, comme Carcassonne, Toulouse, Béziers ou Narbonne, on a crié, ou sur les murs on écrivait « Vive les cathares, vive l'indépendance ». Après ça a été l'époque du camp du Larzac qui a été très mal vécu aussi, une nouvelle invasion donc on va dire des nordistes,
des Parisiens et autres Normands, et voilà, du Sud. Donc c'est pas du tout une histoire qui est finie. Il y a encore vraiment des marques de ces choses-là. On voit la croix occitane, voilà, c'est des symboles qui datent de cette époque. L'occitan lui-même, hein, qui est un langage parlé par encore certaines personnes âgées, ça revient par les calendrettes, ça revient, on essaie de le renseigner aux enfants, mais voilà, la République pendant tout le 19e siècle a lutté contre ces langages régionaux, que ce soit le breton, l'occitan ou le corse pour les plus connus, et donc ça a été vécu comme une humiliation par les familles, une nouvelle invasion entre guillemets culturelle du Nord, donc il y en a assez de ces choses-là. Il faut savoir que même sous l'absolutisme, hein, sous l'Ancien Régime, les régions, les provinces, les États avaient des parlements avec des pouvoirs réels. Vous ne pouviez pas lever un impôt en Languedoc, je sais pas, en Bretagne par exemple, ou en Bourgogne sans l'assentiment des États. Et c'est une piste peut-être de remettre plus de fédéralisme dans cette République parisienne et jacobine, parce que nul mieux que les locaux peuvent savoir les besoins et les réelles capacités à payer, peut-être s'inspirer de l'Allemagne ou des États-Unis, et rendre des pouvoirs aux États régionaux. Voilà, piste de réflexion pour les jacobins, les centralistes parisiens. On a commencé avec la décentralisation sous Mitterrand en 80 et autres, mais on n'a pas fini encore, je crois. Voilà. Donc c'était la chaîne des temps, Ricardus Alinquitar pour aider Bienvenue au Moyen-Âge. On se retrouve très vite à la fois pour la série et pour d'autres réflexions historiques. Voilà, je vous dis pas trop le programme encore. Surprise. Allez, Pax Tibi!